une rebelle toujours souriante et très féminine. C'est ainsi que l'auteur Russell Braddon a décrit Nancy Wake. Exubérante et sociable, elle jurait comme un marin et surpassait presque tous les hommes en boisson. Son histoire est un parcours inspirant au cœur des heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, marqué par un triomphe presque impossible. Chef intrépide, saboteuse expérimentée et membre fidèle de la résistance française, Nancy s'est distinguée par son incroyable contribution contre l'Allemagne nazie et sa remarquable capacité à échapper à la Gestapo, lui valant le surnom de la souris blanche. Sa réputation auprès de la Gestapo devint telle qu'une prime de 5 millions de francs fut mise sur sa tête. Nancy Wake allait devenir la femme militaire britannique la plus décorée, recevant des distinctions pour son courage, sa résilience et sa ruse en tant que membre du Special Operations Executive britannique. Ceci est une histoire héroïque de courage, d'amour et de sacrifice sur la vie d'une femme qui a défié les nazis et a survécu pour raconter son histoire. Nancy Grace Augusta Wake est née à Wellington, en Nouvelle-Zélande, le 30 août 1912. En 1914, sa famille a déménagé à Sydney, Australie, où Nancy a grandi. Nancy, jeune femme indépendante et vive d'esprit, a quitté son foyer à 16 ans pour devenir infirmière. En 1928, Nancy a hérité de 200 livres d'une tante décédée qu'elle a utilisés pour financer son voyage autour du monde. Après avoir voyagé à New York, Paris et Berlin, elle a séjourné à Londres pour se former comme journaliste. Dans les années 30, elle s'installe à Paris et devient correspondante européenne pour les journaux Hearst. Nancy appréciait son style de vie parisien, travaillant dur toute la journée dans son métier de journaliste et passant de longues soirées en glamour dans les cafés et clubs pour lesquels Paris était si réputé. Nancy a été témoin de première main de la montée d'Adolf Hitler et de la menace croissante des nazis. Un ami ancien député socialiste en Allemagne, ayant fui après l'arrivée d'Adolf Hitler en 1933, raconta à Nancy et à ses amis la situation politique désastreuse là-bas. En 1934, Nancy et plusieurs collègues décidèrent de voyager à Vienne pour observer la situation politique et vendre des articles. Là-bas, ils ont vu les mauvais traitements et la persécution de la population juive locale. Lors d'un voyage ultérieur à Berlin, Nancy remarqua la présence constante de la Sturmabteilung ou chemise brune et leur traitement abominable envers les juifs. Ces expériences ont renforcé les convictions de Nancy et sa détermination à combattre la tyrannie nazie. Nancy est retournée à Paris et a continué à mener une vie relativement insouciante pendant des années. Elle a adopté un terrier à poil dur nommé Picon, dont elle ne se sépare plus. En octobre 1934, en voyage à Marseille pour écrire sur la visite du roi Alexandre de Yougoslavie, elle a assisté à son assassinat sur la Canebière. Dans la confusion, Nancy s'est abritée dans un bar voisin où elle a rencontré Stéphanie, une belle jeune femme yougoslave. Elles sont ensuite devenues amies pour la vie. Le duo a vécu ensemble à Paris pendant plusieurs années et passé cette soirée à séduire de nombreux prétendants, tandis que Picon attendait fidèlement leur retour après leur longue nuit. Alors que la situation à travers l'Europe devenait de plus en plus désespérée, Paris est devenu un centre pour les réfugiés. Les gens fuyaient l'Allemagne nazie et la guerre civile espagnole. La guerre totale en Europe paraissait inévitable et imminente. En 1936, dans une boîte de nuit à Juan-les-Pins, Nancy rencontra Henri Fiocca, un riche industriel français. À cette époque, Nancy sortait avec un Américain et Henri avait ce soir-là une séduisante blonde à son bras. Au début, Nancy n'était pas impressionnée par le côté playboy d'Henri. En passant plus de temps ensemble, elle apprécia son charme, son esprit et son intelligence. Les deux tombèrent rapidement profondément amoureux. Henri Fiocca est né à Marseille en 1880. T'avais 18 ans. En tant qu'homme d'affaires prospère, il était l'héritier d'une importante compagnie maritime. Cela lui donnait une grande richesse et un statut élevé. Malgré son milieu privilégié et sa réputation de playboy, Fiocca était connu pour sa générosité et sa nature chaleureuse. La cour de Nancy et Henri était insouciante et romantique. Qu'ils sirotent des pastis, dînent dans des bistrots ou passent des vacances à Cannes et Saint-Tropez, ils ignoraient de combien tout allait bientôt changer.
Face à la guerre en Europe, Henri a demandé Nancy en mariage en 1939. La demande en mariage était inattendue, mais après quelques jours de suspense, elle a accepté avec reconnaissance. Nancy a quitté son appartement à Paris pour rejoindre Henri à Marseille. Le couple prévoyait de se marier quelques mois plus tard, en 1940, si les circonstances le permettaient. Nancy, qui se considérait aussi britannique qu'australienne ou néo-zélandaise, décida de passer un mois en Angleterre avant son mariage. Mais le destin en voulut autrement. Elle arriva à la gare de Paddington le 3 septembre 1939, apprenant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nancy dut renoncer à ses projets et battre en retraite rapidement vers la France. Henri et Nancy avancèrent leur mariage et célébrèrent leur réception le 30 novembre 1939 à l'hôtel du Louvre-et-Pays. Après une courte lune de miel à Cannes, ils rentrèrent à Marseille, où Nancy commença sa vie de femme au foyer française. Pendant la drôle de guerre, Henri et Nancy stockèrent les conserves, café, sucre, thé et cigarettes pour anticiper le rationnement et les pénuries. Peu après mars 1940, Henri reçut son ordre d'appel pour rejoindre l'armée française. Nancy décida qu'elle devait se rendre utile à l'effort de guerre. Elle convainquit Henri de lui acheter un véhicule qu'elle fit transformer en ambulance. Nancy rejoignit une unité d'ambulance bénévole et jusqu'en juin 1940 transporta réfugiés, soldats et civils blessés vers l'hôpital. Les horreurs qu'elle vit, y compris des civils et des enfants mitraillés, renforcèrent sa détermination à s'opposer à l'Allemagne nazie. Après la chute de Paris, Nancy dut revenir à Marseille, bientôt rejointe par Henri après son service militaire. Le maréchal Philippe Pétain, héros français de la Première Guerre mondiale, fut installé à la tête du gouvernement de Vichy, un régime fantoche qui collaborait avec les nazis. Il signa la convention d'armistice avec l'Allemagne nazie à Compiègne, divisant effectivement la France en zone occupée par les Allemands et en soi-disant zone libre. La situation de la France devint encore plus sombre avec l'évacuation du corps expéditionnaire britannique de Dunkerque en mai et juin 1940. L'attaque britannique contre la flotte française à Mers el-Kébir, le 3 juillet 1940, a encore tendu les relations anglo-françaises. Les Français ont mis leurs espoirs en Charles de Gaulle. Après l'armistice, il s'est enfui à Londres et a fondé les Forces françaises libres. Le 18 juin 1940, il a prononcé son célèbre discours à la radio, exhortant le peuple français à résister à l'occupation allemande et à le rejoindre dans la lutte pour la liberté. Le leadership et la vision de Gaulle ont fondé la résistance française contre le régime nazi. Avec l'intensification de la guerre en Europe, Nancy fut attirée par la résistance française. Elle était animée par sa haine passionnée des nazis et par son amour pour son pays d'adoption, la France. Nancy était dans la position privilégiée d'avoir suffisamment de fonds et de relations sociales pour acheter des produits et de la nourriture au marché noir, mais elle vivait néanmoins, comme tout le monde, dans la peur constante d'être dénoncée. La seule chose pire que tomber entre les griffes de la police de Vichy était d'affronter la Gestapo. Alors que Nancy planifiait sa prochaine action, elle ignorait à quel point la Gestapo serait ensuite désespérée de la capturer. En 1940, Nancy rencontra un officier de l'armée française resté en France pour organiser la résistance et allié à De Gaulle. Il demanda à Nancy d'apporter une enveloppe lors de sa prochaine visite à Cannes. Un autre membre de la résistance devait récupérer l'enveloppe dans un hôtel. Nancy persuada Henri d'accepter et devint ainsi un agent de liaison pour la résistance française, livrant toutes sortes de lettres et de colis à travers les réseaux régionaux de la résistance. L'hôtel de Louvre-et-Pays, où Nancy et Henri ont fêté leur mariage, était comme leur seconde maison. Un soir, en entrant dans le bar, Nancy remarqua un homme blond, seul et visiblement déplacé. C'était en fait un officier anglais interné sur parole par les Français. Nancy et Henri se lièrent rapidement d'amitié avec l'officier et commencèrent à soutenir un groupe d'officiers de l'armée anglaise autorisés à sortir de leur internement en tant que prisonniers de guerre sur parole. Grâce aux relations et à la fortune d'Henri, Nancy abrita des soldats et aviateurs alliés durant les 3 premières années de la guerre. Henri avait acheté une maison sûre près de Marseille comme base d'opération. Au péril de sa vie et de celle d'Henri, elle organisait de nouveaux vêtements pour les hommes, ainsi que des faux papiers et de fausses guirlandes et fausses cartes d'identité. Nancy a organisé le passage des hommes par les Pyrénées vers l'Espagne, puis leur retour en Grande-Bretagne. C'est ainsi que Nancy fit la connaissance de l'officier écossais Ian Garrow.
Il organisait une filière d'évasion pour les Britanniques internés dans les camps de prisonniers des Français. Il fut bientôt rejoint par un Belge qui se faisait appeler Patrick O'Leary. Son vrai nom était Albert Guéris, et il finirait par prendre la tête de l'organisation de Garot, qui deviendrait connue sous le nom de filière O'Leary. Soutenue par son mari, Nancy devint agent de liaison pour la résistance, faisant passer des documents, distribuant des tracts et aidant des aviateurs alliés à fuir la France. En 1942, Henri et Nancy apprirent que Garot avait été arrêté. Il devait purger 3 mois d'isolement cellulaire, puis être transféré au camp de concentration de Morssac pour y purger une peine de 10 ans. Garot écrivit à Nancy pour solliciter son soutien. Affamé, il redoutait son transfert à Mozac. O'Leary avait engagé un célèbre avocat marseillais pour défendre Garot, mais ce dernier n'a rien fait pour l'aider et a perdu l'appel par inaction ou incompétence. Nancy se sentait obligée d'aider Garot, mais Henri hésitait en raison des risques que l'implication de Nancy présenterait. Henry a fini par accepter le plan de Nancy. Nancy voulait se faire passer pour la cousine de Garot, lui envoyer des colis alimentaires et lui rendre visite après son transfert à Mozac. Nancy a ensuite reçu la visite d'un ex-codétenu de Garot, acquitté et libéré. À la demande de Garot, il a cherché Nancy et lui a rapporté que des prisonniers avaient entendu qu'un gardien à Mozac serait corrompu pour faciliter une évasion. Nancy a tout de suite accepté de faire son possible pour libérer Garot. Partant de Marseille le 11 novembre 1942, Nancy se rendit au camp de Mozac près de Bergerac. Prétextant être sa cousine, Nancy rend visite à Garot sans réussir à identifier le garde amical. Lors de sa seconde visite à Moussac, Nancy fut abordée par le gardien de prison présumé dans un bar. En échange de son aide, le gardien exigea un paiement de 500 000 francs avec un acompte de 50 000 francs. Il lui fallait aussi un uniforme de gardien, que Garot utiliserait pour s'évader. Le problème, c'est que Nancy avait un manque de 40 000 francs. Elle aurait été obligée de demander à Henri de télégraphier le reste de l'argent au bureau de poste le plus proche qu'elle a récupéré et a immédiatement remis au gardien. Nancy a eu chaud lorsqu'elle a été interrogée le lendemain par la police de Vichy, qui avait été informée de la grosse somme d'argent qu'elle avait reçue. Toujours aussi persuasive, Nancy s'est sortie de la situation en convainquant les autorités que, pour une femme de son rang, 40 000 francs n'étaient qu'une petite somme et qu'elle en avait absolument besoin pour régler sa note de boisson. Après l'introduction clandestine d'un uniforme de gardien, Garot s'est échappé du camp déguisé lors de la relève de la garde. Il a sauté dans la voiture qui l'attendait et a été emmené à Toulouse pour reprendre des forces. Il a ensuite traversé les Pyrénées à pied pour entrer en Espagne. De là, il est rentré en Angleterre. Quand un gendarme français a informé Nancy de l'évasion de son cousin, elle a fait comme l'aurait fait une femme au foyer naïve. Elle a appelé Henri, ravie d'apprendre la nouvelle. Elle pensait que la Gestapo écoutait via une écoute téléphonique, donc agir ainsi était le plus discret et naturel pour elle. C'est peu de temps après que Nancy commença à entendre des rumeurs selon lesquelles la Gestapo recherchait une femme qu'ils avaient commencé à appeler la souris blanche. Nancy savait que c'était elle qu'ils recherchaient, et qu'elle devrait désormais agir avec plus de prudence. La situation a empiré lorsque l'Allemagne nazie a envahi la zone libre en novembre 1942. La présence à Marseille de la police de Vichy et de la Gestapo rendait la participation à la résistance encore plus risquée. À Noël 1942, Nancy aidait toujours à exfiltrer des alliés et servait de courrier pour la résistance. Elle voulait vivre un Noël aussi normal que possible malgré la guerre. Henry avait un chalet à Navache. Selon la tradition d'avant-guerre, Nancy acheta un porcelet et un terrain pour y cultiver des pommes de terre afin de le nourrir. Un agriculteur local devait engraisser le cochon pour Noël. Quand le cochon fut prêt à être abattu, Nancy alla à Navache en bus pour récupérer la viande de porc du marché noir. Cependant, les habitants l'informèrent que la Gestapo recherchait une jeune femme ayant récemment pris le bus de Navache. Elle choisit donc de retourner à Marseille en train. Elle traîna la lourde valise remplie d'environ 60 kilos des meilleures pièces de porc dans le compartiment à bagages.
À sa grande surprise, un jeune homme ressemblant à un officier allemand la rejoignit dans le compartiment. Usant de ses charmes, elle se mit à flirter avec l'homme, réussissant finalement à le convaincre de porter sa valise en descendant du train à Marseille. Lorsque lui et Nancy furent arrêtés par la douane pour vérifier la valise, il sortit galamment ses papiers de la Gestapo, et ils furent aussitôt conduits à travers la douane sans être fouillés. Pour lui montrer sa gratitude, Nancy promit de retrouver le jeune homme pour prendre un verre. Inutile de préciser qu'elle lui a posé un lapin, et Nancy et Henri ont préparé un repas splendide pour leurs amis ce Noël. En 1943, la création de la milice accentua la douleur et la souffrance du peuple français. Cette auxiliaire française, cruelle et sadique de l'armée allemande, créée pour traquer les membres de la résistance française. Nancy commença à soupçonner qu'elle était surveillée. Elle crut entendre de faibles clics en utilisant le téléphone et supposa, à raison, qu'il était sur écoute. Une amie informa alors Nancy qu'un homme avait été aperçu en train de fouiller dans sa boîte aux lettres. Un troisième avertissement vint du propriétaire du café au coin, affirmant avoir vu un homme suivre Nancy en partant de chez elle. Nancy comprit qu'elle devait quitter la France pour sa sécurité. Le cœur lourd, elle décida de quitter son mari bien-aimé, consciente que leur séparation pourrait être définitive. Nancy fit ses valises, glissant ses plus beaux bijoux dans son sac et des billets dans son soutien-gorge. Henri et Nancy durement se dirent au revoir froidement à cause du commissaire de police de Vichy, leur voisin. Nancy ne reverrait tragiquement jamais Henri. L'intention de Nancy était de se rendre en Angleterre en empruntant la même filière d'évasion à travers les Pyrénées qu'elle avait organisée pour tant de soldats alliés. Cependant, la chance de la souris blanche allait changer. Nancy a d'abord fait escale à Toulouse pour retrouver d'autres membres de son réseau de résistance. À Toulouse, elle séjourna à l'hôtel de Paris et poursuivit son travail de courrier pendant qu'elle attendait que les dispositions pour sa traversée des Pyrénées soient entreprises. Alors qu'elle revenait à Toulouse depuis Perpignan, son train fut soudainement arrêté et tous les passagers furent arrêtés par la police de Vichy. Bousculée à l'arrière d'un camion, Nancy et plusieurs autres personnes avec elle profitèrent d'un arrêt du véhicule pour sauter et s'enfuir. En prenant la première rue latérale, Nancy et les autres croisèrent des manifestants étudiants fuyant la police. Les deux groupes se percutèrent et furent encerclés des deux côtés par les autorités. Les passagers du train en fuite furent rattrapés et emmenés en prison. Lors de son interrogatoire par la police de Vichy, Nancy pensa qu'il valait mieux faire valoir qu'elle voyageait sous son vrai nom. Elle déclara être Madame Fioca de Marseille, en voyage d'affaires avec son mari. La police de Vichy avait déjà décidé d'accuser Nancy d'un crime, quoi qu'il arrive. Elle a d'abord été accusée d'être prostituée à Lourdes. Après l'échec de cette accusation, elle a été impliquée par la résistance dans l'attentat d'un cinéma à Toulouse. Nancy jugeait inutile de nier les accusations, ses ravisseurs ayant déjà décidé de son sort. Au cours des 4 jours suivants, elle passa son temps soit à être interrogée, soit à être battue par la police de Vichy, qui tentait en vain d'obtenir des aveux de sa part. Un matin, elle fut traînée hors de sa cellule et dut attendre dans le couloir. En levant les yeux, elle croisa le regard de Patrick O'Leary. Pensant qu'il avait lui aussi été arrêté, elle détourna rapidement les yeux pour éviter qu'on les associe et que cela n'entraîne encore plus de problèmes. En fait, O'Leary était là pour sauver Nancy. Après 3 jours de captivité, les membres de la famille O'Leary étaient convaincus que Nancy n'avait dénoncé personne et ils décidèrent donc de la sauver des griffes de la police de Vichy. O'Leary s'est fait passer pour un haut responsable de la milice et un proche de Pierre Laval. O'Leary affirmait que Nancy était sa maîtresse et qu'ils voyageaient ensemble avant d'être séparés dans la cohue du train. Il a dit que Nancy était restée silencieuse, craignant la colère de son mari jaloux. Après quelques instants tendus, le commissaire de police fut convaincu. O'Leary et Nancy ont quitté le commissariat ensemble. La souris blanche avait échappé de peu à l'ennemi et retrouvé sa liberté. Après sa libération, Nancy s'est réfugiée chez Françoise où elle devait rester discrète avant de s'évader par la montagne. Françoise, résistante endurcie, fumait sans cesse, buvait du café noir et offrait nourriture et abri à ceux cherchant à traverser les montagnes,
vers la liberté. Nancy et son groupe ont tenté sans succès de franchir les Pyrénées à cause de la forte présence nazie et de la milice à la frontière. Une 6e tentative de traversée a été reportée car Françoise préparait l'évasion de 10 hommes de la prison de Castres. Un gardien complice a permis l'évasion en offrant à ses collègues une bouteille de vin trafiquée ce soir-là. Cela a rapidement plongé les gardiens dans le sommeil et a permis aux prisonniers de s'échapper sans déclencher d'alarme. Les 9 prisonniers qu'eux et le gardien ont rejoint Nancy et Françoise, passant quelques jours à rester discrets et à laver leurs vêtements boueux pour pouvoir les porter en public sans attirer l'attention. Le groupe, divisé en deux, a pris le train vers Perpignan près de la frontière française. Le groupe de Nancy comptait aussi O'Leary, un opérateur radio français, un aviateur néo-zélandais et un ex-policier français. Le voyage en train était paisible, jusqu'à ce qu'un employé ouvre soudain les portes du compartiment pour prévenir les fugitifs que les Allemands arrêtèrent le train pour une fouille. Ils ont dû sauter du train en marche alors qu'il ralentissait. Alors qu'ils atterrissaient dans la poussière, consciente, ils furent accueillis par une rafale de coups de feu tirés par les Allemands qui approchaient Nancy. Le groupe se dispersa, se faufilant dans les vignobles pour tenter d'échapper à leurs poursuivants. Ils réussirent finalement à se regrouper au sommet de la montagne la plus proche. Nancy découvrit avec désarroi qu'elle avait perdu son sac à main et ses bijoux. Elle devrait se débrouiller avec les francs cachés dans son soutien-gorge. Le groupe passa 2 nuits glaciales dans une grange déserte, se cachant le jour et marchant la nuit jusqu'à la maison sûre d'O'Leary à Canet-Plage. Ils prirent un train pour retourner à Toulouse et tout recommencer. À ce stade, Nancy était sûre que leur réseau de résistance était compromis. Ils avaient honte trop d'échapper crès de justesse et étaient cernés par la Gestapo à chaque tournant. O'Leary, toutefois, était en désaccord, ce qui lui fit perdre sa liberté. En attendant le moment idéal pour retraverser les Pyrénées, O'Leary rencontra une nouvelle recrue de leur réseau. Cette recrue voulait spécialement rencontrer Nancy, la fille drôle de Marseille. Nancy, avec sagesse, n'assista pas à la réunion. À son arrivée au café où la réunion devait avoir lieu, O'Leary fut immédiatement arrêté par la Gestapo. La nouvelle recrue était en réalité l'agent numéro 47 de la Gestapo. Il s'appelait Roger le Neveu, aussi connu comme Roger le Légionnaire. O'Leary fut envoyé à Dakar et condamné à mort. Heureusement, le camp fut libéré par les Alliés avant que sa sentence ne soit exécutée. L'arrestation d'O'Leary compromit tout le réseau de résistance. L'appartement de François a été évacué sur le champ. Nancy s'est rendue dans une planque à Nice appartenant à Madame Saint-Saëns. Il a été décidé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de tenter à nouveau leur chance et de retourner à Perpignan, puis de traverser les montagnes. Avant même que la prochaine tentative ne puisse commencer, un autre obstacle s'est présenté. Personne ne connaissait l'identité de l'homme chargé d'organiser leur guide pour traverser les montagnes, ni le mot de passe qu'il exigeait. L'ingénieuse Nancy, suivant quelques indices, s'est directement rendue à la porte de la maison de l'homme qu'elle soupçonnait d'être le bon. Lorsque l'on répondit à son coup à la porte, elle se présenta franchement comme Nancy Fioca et dit à l'homme qu'ils travaillaient tous les deux pour O'Leary et qu'elle devait se rendre en Espagne. Son approche directe fonctionna et l'homme fit rapidement entrer Nancy pour discuter des dispositions nécessaires. Le groupe de Nancy comprenait elle-même un Néo-Zélandais, 2 Américains et l'ex-pilote d'Air France Bernard Gohan. Ils furent discrètement transportés à l'arrière d'un camion de charbon jusqu'au départ de leur randonnée dans les montagnes. Ils ont retrouvé leur guide espagnol et entamé le voyage à travers les hauts sommets où les Allemands et leurs chiens patrouillaient moins souvent. Le voyage, qui devait durer environ 48 heures, exigeait du groupe qu'il marche par intervalle de 2 heures, avec une pause de 10 minutes entre chaque. Malgré la randonnée éprouvante, le froid et une tempête de neige, ils ont traversé une rivière pour entrer en Espagne 2 jours plus tard. Ils ont reçu un repas chaud et ont passé 2 nuits à se reposer dans une maison sûre. La veille de leur transfert à Barcelone, les autorités espagnoles ont perquisitionné la maison sûre où se trouvaient Nancy et son groupe. Les malheureux fugitifs ont été rassemblés et envoyés dans une prison locale où ils ont passé 3 nuits sans nourriture ni eau. Nancy et les autres ont finalement été jugés pour entrée illégale en Espagne, mais le gouvernement britannique a usé de quelques relations et versé quelques pots de vin, assurant ainsi leur libération. Nancy s'est rendue à Barcelone où elle était enfin hors de danger.
Ensuite, elle est allée à Madrid, puis a pris un bateau pour l'Angleterre, où elle a retrouvé Ian Garrow. Nancy savait que son travail n'était pas fini. Son mari, son chien et sa nation adoptive restaient sous la captivité nazie. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne retourne en France, cette fois en tant que soldat. À Londres, Nancy espérait être bientôt rejointe par son bien-aimé Henry et son chien Piquant. Cependant, elle était hantée par des cauchemars où son mari mourait. Elle refusa de laisser les mauvais rêves prendre le dessus et prépara donc le retour d'Henry en lui trouvant un appartement et en lui achetant une robe de chambre et des chaussons. Elle se lassa vite d'attendre et de socialiser dans les pubs. Elle voulait retourner en France pour continuer le combat et retrouver son mari. Profitant de ses contacts en Espagne, elle tenta de rejoindre la France libre, mais fut rejetée. Non découragée, elle fut rapidement mise en contact avec le Special Operations Executive, créé en 1940 par Winston Churchill. Elle fut rapidement recrutée. Son objectif principal était l'espionnage, le sabotage, la reconnaissance en Europe occupée et le soutien aux mouvements de résistance locaux. Dans un étrange retournement de situation, Nancy eut une altercation avec l'un des instructeurs la veille de son départ pour un stage de 6 semaines en Écosse, et elle fut renvoyée sur le champ. Heureusement, le Special Operations Executive a reconnu son erreur et l'a réembauchée rapidement. Nancy suivit de nombreux stages rigoureux où elle apprit à manier les armes, fabriquer des explosifs, combattre au corps à corps, sauter en parachute et acquérir d'autres compétences essentielles aux opérations clandestines. Membre du Special Operations Executive, elle serait parachutée en France pour coordonner, réarmer et soutenir les résistants contre les nazis. Dans la nuit du 29 avril 1944, Wake et l'agent du Special Operations Executive Hubert, alias commandant John Farmer, furent parachutés en Auvergne, centre de la France. Sous le nom de code Hélène et d'autres pseudonymes, Nancy devait organiser, armer et entraîner les résistants du maquis pour préparer le débarquement allié du jour J. Là-bas, il devait retrouver un homme nommé Hector, qui devait les mettre en contact avec Gaspard, le chef du maquis d'Auvergne, que l'on croyait à la tête d'une armée de 3 à 4 000 hommes. Bien qu'ils aient réussi à rencontrer Hector, ils n'avaient pas les informations dont Nancy et Hubert avaient besoin. Hector annonça l'envoi d'un courrier contenant tout le nécessaire, mais il n'arriva jamais et Nancy et Hubert ne revirent donc plus Hector. De plus, l'opérateur radio prévu par le Special Operations Executive à Londres pour travailler avec Nancy et Hubert a préféré passer la semaine avec un petit ami local, plutôt que de rejoindre le Special Operations Executive. Ils ne pouvaient pas communiquer avec Londres pour organiser les parachutages de ravitaillement. Nancy et Hubert ne pouvaient donc plus compter que sur leur ingéniosité pour retrouver Gaspard. Quand ils l'ont rencontré, cela s'est mal passé. Gaspard n'avait aucune connaissance d'Hector et n'attendait pas l'arrivée d'agents du Special Operations Executive. Sans radio et sans argent, les agents du Special Operations Executive étaient inutiles à Gaspard, alors il les a envoyés rencontrer un homme appelé Henri Fournier, qui était responsable du maquis, dans la région de Chaudzague. Ils ont attendu jusqu'à ce que l'opérateur radio du Special Operations Executive termine son rendez-vous et rejoigne Nancy et Hubert. Denis, l'opérateur radio, a contacté Londres et organisé un largage de ravitaillement allié sur un plateau voisin. Pendant des nuits entières, Nancy et Hubert récupérèrent les largages, déballaient et dégraissaient les armes avant de les distribuer aux soldats du maquis. Nancy et Hubert furent rejoints par René Duzac, un autre agent du Special Operations Executive. Il faisait partie des agents du Special Operations Executive, avec qui Nancy s'était entraînée, surnommé Bazooka, car c'était son arme favorite. En 1944, bien que le sort du Reich de Milan d'Hitler soit déjà scellé, Nancy et les maquisards savaient qu'ils devraient encore se battre avant la libération de la France. Presque chaque jour, il y avait des affrontements entre les maquisards et l'armée allemande. Le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie, mais les combats ont continué dans le centre de la France, où se trouvait Nancy. Le 10 juin 1944, 11 000 soldats allemands, appuyés par chars, artillerie et blindés, ont attaqué les 3 000 hommes de Gaspard au mont Mouchet. Les maquisards ont durement combattu, infligeant de lourdes pertes aux Allemands, mais ont finalement dû quitter la région pour rejoindre les forces de Fournier. Les forces allemandes les ont rapidement poursuivis, et les maquisards ont vite été assiégés par 22 000 soldats allemands.
À la fin des combats, environ 1400 soldats allemands gisaient morts, tandis que les maquisards n'avaient perdu qu'une centaine d'hommes. Nancy et les maquisards se sont repliés au nord-ouest de leur position. Le voyage a duré 4 jours pendant lesquels les maquisards étaient poursuivis par les forces allemandes soutenues par la Luftwaffe. Lors de l'évacuation, l'opérateur radio de Nancy a enterré sa radio et détruit ses carnets de code par crainte d'être capturé. Nancy et Hubert étaient de retour au point de départ, sans moyen de contacter Londres ni l'extérieur. Le temps pressant et le besoin d'aide étant plus urgent que jamais, Nancy décida de relever la tâche apparemment impossible de rétablir elle-même le contact avec le Special Operations Executive. Avec sa détermination et une bicyclette, Nancy entreprit un difficile périple de 500 km en territoire ennemi. Le voyage était semé de dangers, car les routes étaient fortement surveillées par les troupes allemandes et Nancy Wake devait éviter les postes de contrôle et les confrontations à chaque instant. Malgré l'immense épuisement physique et mental, Nancy continua d'avancer, utilisant sa connaissance du terrain local et son instinct pour naviguer dans ce paysage périlleux. Pendant 2 jours et nuits, elle voyagea sans dormir ni se reposer, luttant contre l'épuisement, la faim et la menace d'être capturée. Finalement, après avoir parcouru les 250 km dangereux, Wake arriva à destination et put envoyer un rapport de situation au Special Operations Executive à Londres, incluant une demande pour un autre émetteur radio. Objectif atteint, elle affronta la perspective redoutable du retour à vélo. Épuisée physiquement et les cuisses en mauvais état, elle persista et rejoignit son camp saine et sauve. Nancy affirma après la guerre que, parmi ses réalisations, elle était surtout fière de son voyage à vélo de 500 km. Et un plus petit groupe de maquisards installa ensuite un camp non loin d'Igranda, dans la région d'Alia. Le Special Operations Executive envoya aussi un jeune marine américain comme opérateur radio auprès de Nancy, pour rétablir une communication fiable. Fatiguée de dormir sur le sol froid, Nancy conclut un accord pour obtenir des fournitures supplémentaires de mitrailleuses Bren en échange d'un petit bus où elle put installer un matelas. Nancy avait gardé quelques déshabillés en dentelle d'avant-guerre et dormait dedans chaque nuit, ce qui amusait le maquis Sard. Le plan d'action du groupe de Nancy était de continuer à saboter et à combattre les Allemands tout en restant mobiles. Les Allemands étant bien plus nombreux, la résistance devait sans cesse bouger et employer des tactiques de guérilla. Après une escarmouche, Nancy apprit que 3 prisonnières allemandes étaient donc capturées par la résistance. Lorsqu'elle apprit qu'elles étaient utilisées comme prostituées par les hommes, elle exigea qu'elles soient placées sous sa garde. 2 femmes françaises ont ensuite été libérées. La 3e femme était allemande et nazie convaincue. Nancy accepta à regret l'exécution de cette femme. L'espionne allemande cracha sur Nancy et se déshabilla complètement lorsqu'elle fit face au peloton d'exécution. Elle cria « Heil Hitler » lorsqu'elle fut abattue. Nancy a raconté dans son autobiographie que les nazis l'avaient rendue dure. Les atrocités vues l'ont empêché d'éprouver de la pitié pour son ennemi. L'une des anecdotes les plus célèbres de cette période concerne la participation de Nancy à un raid audacieux contre une usine d'armes allemande. Entrant par l'arrière, elle jeta des grenades dans l'usine, referma la porte et courut vers leur véhicule de fuite. On raconte que l'usine a été complètement détruite et que les grenades ont éliminé un bon nombre de soldats allemands. Nancy a aussi déclaré, après la guerre, avoir tué un garde à main nue avec un coup de judo à la nuque. Elle a dit « Ils nous ont appris ce coup de judo avec la paume de la main au Special Operations Executive et je m'y suis beaucoup entraîné, mais mince en botin, mais c'est la seule fois où je l'ai utilisé, et ça l'a tué, c'est sûr. J'ai vraiment été surprise. » Le 15 août 1944, l'invasion alliée du sud de la France a débuté. Pendant l'avancée alliée vers la victoire, Nancy a dirigé son équipe du Maquis lors de plusieurs campagnes de guérilla réussies contre les nazis. Ces efforts ont grandement contribué à affaiblir le contrôle allemand et à la libération de Paris le 25 août. En septembre 1944, les Allemands ont quitté Vichy. La résistance française, avec Nancy parmi ses principaux chefs, est entrée dans la ville sous les acclamations, les collaborateurs franco-nazis ayant pratiquement disparu dans la nature. Au cœur des célébrations de la victoire, une tragédie personnelle frappait Nancy.
Elle apprit que son mari, Henri Fiocca, fut capturé, torturé et exécuté par la Gestapo en 1943. Cette nouvelle fut, bien sûr, dévastatrice pour elle, mais Nancy trouva du réconfort en sachant qu'Henri était resté fidèle à leur cause et à leur amour jusqu'à la toute fin. Après la guerre, Wake retourna en Grande-Bretagne, travailla au renseignement du ministère de l'Air, puis revint en Australie dans les années 1950. Elle a échoué 2 fois au Parlement, comme candidate libérale. En 1957, elle a épousé John Forward, un ex-militaire australien. Mariée 40 ans, jusqu'à la mort de John en 1997. Les exploits de Nancy durant la guerre lui ont valu de nombreuses distinctions, la médaille George du Royaume-Uni, la médaille de la liberté des États-Unis, ainsi que la médaille de la Résistance, 3 croix de guerre et la Légion d'honneur en France, entre autres. Nancy a affirmé s'être toujours sentie sous-estimée par son pays natal, les gouvernements australiens ayant refusé de lui accorder toute distinction. Ce n'est qu'en 2004 qu'elle a été nommée compagnon de l'Ordre d'Australie. Malgré les distinctions, c'est seulement en 1985, avec son autobiographie, que son histoire a vraiment captivé le public. Le livre est donc devenu un best-seller international et a consolidé le statut de Nancy Wake en tant que héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Nancy a dit s'être toujours sentie responsable de la mort d'Henri, sans jamais regretter ses choix ni sa vie. On pense qu'elle a aidé à sauver jusqu'à 1000 soldats alliés derrière les lignes ennemies. En 2001, Nancy est retournée à Londres et a vécu à l'hôtel Stafford à Piccadilly. On l'a trouvée à toute heure au bar de l'hôtel, sirotant des gin tonic et divertissant ceux qui venaient lui parler. Elle est morte en 2011 à 98 ans. Les cendres de Nancy ont été dispersées dans les collines d'Auvergne, où elle avait autrefois dirigé son équipe du maquis contre les nazis.